Après le deuxième tour de l'élection du président de la République, les observateurs nationaux et internationaux saluent déjà le processus. Ils ont salué la bonne organisation du scrutin. La relance de l'économie dans les régions nord de notre pays, le retour des institutions bancaires est annoncé pour le 15 août. Dans cette édition, nous entendrons le président de l'association professionnelle des banques et établissements financiers. Focus Santé aujourd'hui s'intéresse à la gingivite, une inflammation due à une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Pour en savoir davantage, Tchessira Emmanuel Dambélé nous conduira au centre hospitalier universitaire d'odontostomatologie. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de 20h. Le président du réseau des journalistes ouest-africains pour la démocratie et la bonne gouvernance salue la réussite du deuxième tour de l'élection présidentielle dans notre pays. Il l'a fait savoir ce matin au cours d'une audience avec le président de la République par intérim. Daouda Adamou dit également apprécier la maturité politique du peuple malien. Auparavant, le chef de l'État avait reçu en audience le secrétaire général de l'Internationale socialiste et la directrice exécutive du programme mondial Faire reculer le paludisme. Reportage Bourama Traoré. Le président de la République par intérim reçoit d'abord le secrétaire général de l'Internationale socialiste. Luis Ayala apprécie le bon déroulement du deuxième tour de l'élection présidentielle au Mali. Le responsable de l'Organisation politique mondiale exprime également sa solidarité au peuple malien. Notre soutien dans les tâches aujourd'hui de reconstruire les institutions d'un État démocratique, de liberté, de droits, de retrouver le chemin de la paix et de reconstruire l'optimisme, la vision d'espoir d'avenir. Ensuite, le chef de l'État s'est entretenu avec le président du réseau des journalistes ouest-africains pour la démocratie et la bonne gouvernance. Daouda Adamou dit venir saluer le procès Djangunda Traoré pour la bonne conduite de la transition. Par la même occasion, de témoigner la reconnaissance du réseau. Le réseau a voulu lui faire un témoignage à travers un poème dédié à son honneur qui retrace un peu la ténacité par laquelle il a conduit brillamment la transition malienne. Le deuxième tour s'est passé dans de bonnes conditions, très bonnes conditions d'ailleurs. À suivre déjà les deux candidats finalistes, chacun est satisfait du bon déroulement du scrutin. Et chacun se dit démocrate en respectant le résultat qui sortira des urnes. Donc nous pensons que c'est une bonne chose. Enfin, le président Traoré a accordé une audience à la directrice exécutive du programme mondial Faire reculer le paludisme. Avec le chef de l'État, notre compatriote Dr Traoré Fatoumata Nafo a évoqué la nécessaire coopération sous-régionale pour réduire les conséquences de la maladie. Une maladie qui tue chaque année plus d'1 million de personnes dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. Les problèmes de santé sont des problèmes d'ensemble des sous-régions du continent et qu'il est important que se développe une coopération sous-régionale et continentale autour de l'ensemble des problématiques de santé. En plus de tout cela, pour le développement d'un pays, il est primordial d'investir dans les hommes et la première richesse étant la santé. Et il est de notre responsabilité, chaque fois que l'occasion se présente, de parler aux uns aux autres des problématiques de santé et des actions qu'il faille mener pour pouvoir relever les défis importants qui sont les nôtres en Afrique. Et la directrice exécutive du programme mondial Faire reculer le paludisme de saluer les efforts consentis par le Mali dans la lutte contre la maladie. Elle cite notamment une vaste opération de distribution de moustiquaires imprégnés et l'existence de nouveaux traitements du paludisme au niveau du pays. Le chef de la mission d'observation électorale de l'Union européenne salue le bon déroulement du deuxième tour de l'élection du président de la République. Il l'a fait savoir au cours d'une conférence qu'il a animée aujourd'hui. Louis Michel évalue positivement les opérations de vote. Écoutons un extrait de sa déclaration au micro de Alousseni Touré. Les observateurs de la mission d'observation électorale de l'Union européenne ont évalué positivement les opérations de vote à hauteur de 99% des 831 bureaux de vote observés. Le cadre juridique de l'élection présidentielle est aligné sur les normes internationales pour l'organisation d'élections démocratiques. Je crois qu'il faut se féliciter que ce cadre n'ait pas été modifié de façon improvisée pour le second tour.
afin de renforcer la sécurité juridique, notre mission estime souhaitable de procéder à un toilettage approfondi, à une harmonisation des dispositions relatives aux élections et à une clarification des différentes modalités de la législation électorale. La mission d'observation électorale de l'Union européenne salue les efforts fournis par le MADDAT pour corriger les défaillances organisationnelles du premier tour, malgré des délais très courts entre les deux scrutins. Il exprime aussi sa grande appréciation vis-à-vis des autorités de la transition qui ont créé les conditions de mise en œuvre impartiale et pacifique de ce processus. La mission estime que les résultats provisoires devraient être publiés sur Internet, bureau de vote par bureau de vote, car le système qui a été pratiqué ne permet pas une traçabilité des voix suffisante. La mission d'observation électorale de l'Union européenne relève qu'aucune juridiction intermédiaire n'a compétence en matière de contentieux conformément aux bonnes pratiques internationales. Lors du recensement général des votes, la Cour a procédé à diverses rectifications d'erreurs matérielles et au redressement qu'elle a jugé nécessaire. Nous pensons qu'il serait utile de recevoir des informations sur leur ampleur et sur les critères de la méthodologie adoptée. Cela garantirait une meilleure transparence du processus électoral. Évaluation toujours, la commission d'observation électorale de la CEDEAO fait également le point du deuxième tour de l'élection présidentielle. La mission était cet après-midi face à la presse. Dans sa déclaration, elle souligne de bons déroulements du scrutin. Pour cette opération, la commission de la CEDEAO avait mobilisé 150 observateurs. Compte rendu Adama Koudjou. Le deuxième tour de l'élection présidentielle dans notre pays s'est déroulé de manière libre, transparente et crédible. Voilà la principale conclusion faite par la mission d'observation électorale de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Dans sa déclaration préliminaire rendue publique, la mission salue le progrès enregistré dans l'organisation du scrutin présidentiel. Dans la plupart des centres de vote observés, les bureaux de vote ont ouvert dans les 20 minutes qui ont suivi l'heure officielle de 8 heures, en présence du personnel requis. Le président du bureau, les agents électoraux, les représentants des deux candidats, les délégués de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, et de la Cour constitutionnelle et les observateurs. Les opérations de vote ont été clôturées à l'heure officielle de 18 heures. Malgré la pluie que Bamako, Kati et Mopti ont connue, les électeurs ont pu accomplir leurs devoirs civiques selon la mission. Elle se réjouit de la forte participation au processus électoral des électeurs des cercles de Gao, Tombouctou et Kaye. Les électeurs dûment recensés possédant une carte NINA valide ont eu l'opportunité d'accomplir leur devoir. Le décompte des voix dans les bureaux de vote a été mené avec transparence et professionnalisme. La mission suivra avec attention le processus et fera d'autres observations si nécessaire. Pour la paix et la cohésion sociale, la mission demande aux deux candidats au scrutin d'hier d'accepter le verdict des urnes et faire recours aux voies légales en cas de contentieux. Elle recommande entre autres la confession des listes électorales par ordre alphabétique et l'éclairage adéquat des bureaux de vote, surtout lors du décompte des voix. Le deuxième tour de l'élection du président de la République s'est déroulé normalement. C'est le constat de la mission d'observation de la CENSAD. C'était au cours d'une conférence de presse qu'elle a animée ici à Bamako, Batraoré. La mission d'observation de la CENSAD a sillonné les bureaux de vote dans les régions de Sikasso, Kaye et dans le district de Bamako. Il y ressort après ces missions sur le terrain un sentiment de satisfaction. Auparavant, la mission avait rencontré les deux candidats en lice pour ce deuxième tour. La mission a rendu une visite de courtoisie aux deux candidats chez lesquels la mission a observé une volonté ferme de contribuer à un processus électoral empreint de courtoisie. La mission a constaté une volonté des deux candidats de reconnaître les résultats du scrutin avec le souhait de voir des correctifs à apporter aux insuffisances du premier tour. À en croire les observateurs de la CENSAD, on note une meilleure organisation dans les bureaux de vote lors de ce deuxième tour. Cependant, on déplore une faible participation cette fois-ci par rapport au scrutin du 28 juillet dernier.
Pour ce dernier point, la mission évoque les conditions climatiques et le manque de temps nécessaire aux candidats pour une bonne campagne. Mais dans l'ensemble, ce deuxième tour de l'élection présidentielle a respecté les règles d'une bonne élection et la mission a fait des recommandations. Que les deux candidats se mettent à la hauteur de leurs responsabilités et acceptent le verdict des urnes au nom du Mali. Que l'unité nationale soit au cœur des premiers défis qui attendent le nouveau président de la République. Les observateurs de la CENSAD se disent prêts à accompagner le Mali aux besoins pour les prochaines élections législatives. Le pôle d'observation citoyenne électorale POS, qui a déployé 2100 observateurs sur l'ensemble du territoire pour suivre les opérations de vote, ses responsables étaient cet après-midi face à la presse pour faire le point de leur mission sur le terrain. Suivons ce compte-rendu de Nouhoum Sissoko. Le pôle d'observation citoyenne électorale POS se réjouit de l'amélioration des conditions du vote au second tour de l'élection présidentielle. Dans 90% des bureaux de vote, les observateurs ont considéré que les bureaux ont ouvert à l'heure et le matériel électoral était présent. Donc c'est un taux de satisfaction de 90% sur l'ensemble du territoire par rapport au déroulement des opérations de vote, par rapport aussi au taux d'ouverture des bureaux de vote. Donc de manière générale, nous avons considéré que les incidents mineurs qui sont intervenus ici et là ne sont pas de nature à mettre en cause le processus. Ce sont 2100 observateurs et 78 superviseurs qui ont travaillé en stratégie fixe et mobile pour remonter les informations à la plateforme du POS. Quand les chambres techniques rassemblaient ces informations, elles les transmettaient à la chambre intermédiaire qui était constituée d'experts analystes, d'experts en genre, d'acteurs politiques qui étaient chargés de traiter les informations et de remonter au niveau aussi de la chambre politique. Et donc ça va être la troisième chambre qui était constituée d'experts de sommité de la société civile malienne. Les données recueillies sur les dysfonctionnements et insuffisances permettent aux structures en charge des élections d'intervenir en temps réel. Le POS recommande la relecture de la Constitution, de la loi électorale et de la charte des partis politiques pour les adapter aux réalités maliennes. Pour la bonne tenue du second tour de l'élection du président de la République, l'AMSE INEM, l'amicale des anciens militants et sympathisants de l'Union nationale des élèves et étudiants du Mali, a déployé 65 observateurs. Ils étaient répartis entre 4 régions du pays et le district de Bamako. Suite à cette opération, la structure a présenté aujourd'hui un rapport compte rendu Garibou Pérou. Lors du second tour de l'élection présidentielle de l'amicale des anciens militants et sympathisant de l'Union nationale des élèves et étudiants du Mali est disponible. C'est pour présenter ce document élaboré par son groupe de réflexion et d'action civique sur les élections et le mettre à la disposition des hommes des médias que se tient cette conférence de presse. Pour ce second tour de l'élection présidentielle, l'AMSNEM a déployé 65 observateurs dans les régions de Koulikoro, Sikasso, Ségou, Kaye et dans le district de Bamako. Les résultats que nous avons sont les résultats de 134 bureaux de vote visités. Le vote s'est bien déroulé dans l'ensemble. Malgré la pluie, nous avons constaté un engouement certain des Maliens pour ce vote. Les efforts déployés par les différents acteurs pour la réussite de ce second tour est à saluer, précise la coordinatrice. Tout en félicitant les deux candidats, l'AMSONEM recommande la programmation de la campagne du second tour, une semaine au moins, afin de permettre aux candidats une meilleure préparation de leur campagne. Félicite les deux candidats pour leur appel au calme lancé à leurs militants. Répondant aux différentes questions des journalistes, la conférencière indique que l'AMSONEM est résolument déterminée à s'investir dans toutes les questions relatives à l'école, à la cohésion sociale, au développement et à la sécurité nationale. C'est pourquoi d'ailleurs cette association de la société civile, à travers son programme de réflexion, s'est assignée la mission d'observatrice nationale pour faciliter l'exécution du processus électoral. Dans le cadre du suivi et de la supervision du processus électoral, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI animera une conférence de presse demain mardi à la Maison de la Presse à 16h. La CENI invite l'ensemble de la presse nationale et internationale à prendre part à cette conférence. Et puis, le gouverneur du district de Bamako a le plaisir d'informer tous les agents électoraux du district que le cumul des indemnités et des frais de transport pour le deuxième tour de l'élection présidentielle
se présente comme suit. Président du bureau de vote, 17 500 francs CFA. Assesseur des bureaux de vote, 12 500 francs CFA. Des états d'émargement établis par le partenaire PAPEM-PNUD sont remis aux différents régisseurs pour le paiement conformément à ces montants. À Gao, on fait aussi le bilan sur le plan sécuritaire. Après le scrutin présidentiel sur le terrain, des mesures avaient été prises pour la bonne tenue du vote. C'est ce qui ressort de la réunion de synthèse du commandement des forces maliennes. Reportage d'Aouda Sidiki Diarra et Djibril Bakayoko. Sur toute l'étendue du théâtre Maliba, les femmes forces armées du Mali ont sécurisé les opérations de vote des 2 tours de l'élection présidentielle, cela avec le soutien de l'amunissement des éléments des forces servales. Après ces opérations de sécurisation, les autorités militaires de la région de Gao se retrouvent pour faire le point de la situation. Nous avons reçu des directives de Bamako de sécuriser l'ensemble du processus électoral. Donc à cet effet, le PC de la zone de défense, composé des forces armées de sécurité, déployées dans la région de Gao, avec appui du PC Badenko, nous avons élaboré un concept de sécurisation. Depuis la révision des listes électorales, en passant par la sécurisation de la campagne électorale et la distribution des cartes Nina, le premier tour des élections, et le deuxième tour des élections, concept de sécurisation qui nous a permis vraiment de planifier le déploiement des forces armées de sécurité dans la région de Gao en considérant les différentes menaces que nous avons identifiées par-ci et par-là. Cette stratégie développée par les forces maliennes et leurs alliés ont permis aux populations d'accomplir leurs devoirs civiques dans la quiétude. Je vous l'annonçais en titre, le redéploiement des banques dans les régions nord s'effectuera à partir du 15 août, dans 3 jours. Ce retour des institutions bancaires a pour but de contribuer à la relance de l'économie malienne. Les dispositions sont prises par l'État afin de faciliter le retour. La reconstruction des agences bancaires est presque terminée. C'est du moins ce qui ressort de l'entretien que le président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers a eu avec notre reporter Mohamed Diarra. À titre de rappel, les banques ont perdu 18 milliards de francs CFA suite à l'occupation des régions du Nord. Je vous propose d'écouter Moussa Alassane Diallo. Le retour des banques était conditionné à un certain nombre de facteurs, notamment tout simplement la reconstruction, n'est-ce pas, des agences bancaires. Et cette reconstruction a démarré depuis plus de 2 mois maintenant. Et finalement, nous sommes en phase, n'est-ce pas, de terminer la reconstruction de ces agences-là. C'est pourquoi aujourd'hui, le retour des banques dans les 3 régions du Nord, Kidal, Tombouctou et Gao, est programmé. À partir du 15 août, le redéploiement des banques dans les 3 régions va commencer, notamment avec le retour de la Banque malienne de solidarité, la BMS, au niveau de la région de Kidal. Et à partir du 20 août, les banques vont commencer à se déployer au niveau de Gao et Tombouctou. Les banques ont un rôle central à jouer dans la reconstruction et dans la relance de l'économie, et les banques joueront ce rôle-là. C'est une responsabilité historique à laquelle les banques sont engagées et nous sommes prêts à relever ce défi-là. Oui, nous avons des assurances. À ce niveau-là, je voudrais vraiment remercier le ministre des Finances, le ministre de l'Économie et de l'Action humanitaire qui ont apporté un appui, un accompagnement, qui se sont engagés vraiment aux côtés des banques pour faciliter l'ensemble des conditions nécessaires au retour immédiat des banques dans les 3 régions nord de notre pays. Et parmi ces conditions-là, comme je l'ai dit, il y avait la reconstruction des agences qui est en voie d'achèvement. Ça incombait aux banques. Mais il y avait toutes les questions liées à la sécurité. Le deuxième point, c'était aussi les infrastructures qui ont été détruites au niveau de ces 3 régions-là. Notamment toutes les infrastructures de télécommunications. Et aujourd'hui, cela a pu être assuré. Il y avait un 3e facteur aussi qui concernait l'énergie, la production de l'électricité. Et il faut saluer aussi la décision prise par le ministre de l'Économie et de l'Action humanitaire qui a débloqué quand même 500 millions CFA pour assurer, n'est-ce pas, la distribution correcte, n'est-ce pas, de l'électricité dans les régions nord de notre pays. Et enfin, il y a un 4e facteur que nous avions mis sur la table de négociation avec le gouvernement. Il s'agit de la réouverture de l'agence auxiliaire de la BCEAO de Mopti. Parce que les 3 régions du nord de notre pays, Gao, Tombouctou et Kidal, sont approvisionnées à partir de la région de Mopti, à partir de la BCEAO de Mopti, l'agence auxiliaire de la BCEAO de Mopti. Et à ce niveau-là, le ministre des Finances s'est vraiment engagé auprès du gouverneur de la Banque centrale de façon à ce que cette réouverture, n'est-ce pas, de l'agence auxiliaire de la BCEAO de Mopti
puisse se faire très rapidement, de façon à faciliter donc l'approvisionnement, n'est-ce pas, des 3 régions, et de façon à permettre la continuité de l'exploitation bancaire au niveau de Gao, Tombouctou et Kidal. Monde des affaires, toujours l'apport de l'exploitation de l'or au budget national est passé de 50 milliards 882 millions de francs CFA en 2003 à 275 milliards 626 millions de francs CFA en 2002. Le ministère donc ambitionne de diversifier l'exploitation minière pour booster l'économie nationale. Le ministre était face aux journalistes ce matin pour faire l'état des lieux de l'industrie minière au Mali et communiquer la nouvelle vision du pays en la matière. Cheikh Oumar Sangari. Donner le maximum d'informations aux Maliens sur l'état actuel de l'exploitation minière dans notre pays, conformément à la vision de transparence et de bonne gouvernance du département des mines, tel était le but de cette conférence de presse. Il y ressort qu'à ce jour, 9 mines d'or sont en exploitation pour 45 tonnes l'an. L'apport du secteur aurifère pour le budget national est en croissance. De 2003 à 2012, les apports agrégés du secteur minier au budget national sont passés de 50 milliards 882 millions de francs CFA à environ 275 milliards 626 millions de francs CFA. Pour le ministre des Mines, l'or n'est pas un produit inépuisable. C'est pourquoi le département a conçu un document de stratégie globale de développement des secteurs miniers et pétroliers du Mali. Sortir le pays de la monoculture de l'or est une des visions de ce document. Cependant, notre production minière est marquée essentiellement par la seule monoculture de l'or. Donc pour éviter tout risque pouvant affecter ce secteur stratégique de notre pays, il faut diversifier les autres ressources minérales qui se trouvent dans notre sous-sol, notamment le fer, la bauxite, le manganèse et en passe. Ces documents de stratégie globale comportent 9 axes parmi lesquels le développement spécifique du secteur pétrolier, l'organisation et la gestion des productions artisanales et la gestion de l'environnement. La mise en œuvre de cette stratégie donnera à coup sûr un nouvel élan à l'exploitation des substances minérales et sa meilleure intégration dans notre économie. Toujours dans le registre des affaires, le partenariat entre l'agence de cession immobilière ACI et l'association des promoteurs immobiliers du Mali APIM vient d'être nouée. Cette collaboration entre dans le cadre de la réalisation de 10 050 logements sur le site ACI dans la ville de Dialakorobougou. Compte rendu, Mamourou Sidibé. La présente convention porte sur des engagements spécifiques de part et d'autre. Du côté de l'ACI, il s'agit de mettre à la disposition de l'association des promoteurs immobiliers du Mali, APIM, 500 parcelles de 200 mètres carrés, 450 parcelles de 250 mètres carrés et 100 parcelles de 300 mètres carrés. Notre structure s'est résolument engagée pour consolider les acquis de l'État dans le cadre de la modernisation des villes. Cette cérémonie qui s'inscrit dans la continuité de nos actions précédentes n'en est pas moins une. La différence puisque les parcelles concernées seront soldées par l'APIM, notre interlocuteur unique, avant toute occupation, à la différence des précédentes opérations avec les promoteurs immobiliers. Quant à l'APIM, elle s'engage à faire réaliser le programme de logement sur les parcelles. Ces logements vont de type F3 au type F5. L'APIM assure également la maîtrise d'ouvrage et la gestion du programme. La mise en œuvre de ce projet démontre le souhait, l'existence de réelles capacités nationales pour soutenir et mettre en œuvre la politique nationale du logement. Le ministre du Logement, des Affaires foncières et de l'Urbanisme n'a pas caché sa satisfaction. Des études menées dans le secteur du logement au Mali font ressortir pour l'horizon 2015 un besoin très fort d'environ 450 000 unités d'habitation pour le territoire national. Face à ces gaps importants à couvrir, la présente cérémonie, si modeste soit-elle, vient enrichir le paysage de l'immobilier. L'objectif de cet accord est de contribuer à améliorer l'accessibilité des populations au logement dans des conditions décentes.
ONU Femmes, en partenariat avec l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Mali, a fait don de véhicules et autres matériels informatiques d'une valeur de 220 millions de francs CFA au ministère de la Défense et des anciens combattants et à celui de la famille, de la promotion de la femme et de l'enfant. Ce geste doit permettre à ces structures d'être plus opérationnelles. Compte rendu, Kayatou Kone. L'un des volets du programme de l'ONU Femmes est les questions rapport avec la lutte contre les violences basées sur le genre, notamment les viols en situation de conflit. Dans ce volet se trouve un produit en rapport avec le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité et sur la protection des filles et des femmes affectées par les conflits. Pour la réalisation de ce volet, ONU Femmes, en partenariat avec l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Mali, a remis 2 véhicules 4x4 et des matériels informatiques au ministère de la Défense et des anciens combattants et à celui de la famille, de la promotion de la femme et de l'enfant. Avoir un véhicule au niveau de l'état-major pour ce programme-là permettra à l'état-major de pérenniser un certain nombre d'activités après la fin du financement. Le programme doit toucher 4000 militaires hommes en âme qui doivent être formés sur toute l'étendue du territoire. Cela nécessite qu'ils se déplacent beaucoup. Au niveau du ministère de la promotion de la femme, vous savez que les questions des gens au Mali sont coordonnées par le ministère de la promotion de la femme avec la mise en œuvre de la politique nationale genre. Et dans ce cadre-là, il est important que le ministère puisse disposer aussi d'un moyen de déplacement pour assurer ce rôle de coordination des questions des gens-là. La réception de ces 2 véhicules au nom du département de la famille, de la promotion de la femme et de l'enfant et au nom du ministère de la Défense, et ça ne fait que nous enchanter et nous réconforter et dans le cadre du travail que les 2 départements ont toujours mené ensemble pour la protection des filles et des femmes en situation de conflit. D'une valeur de 220 millions de francs CFA, le ministre de la Famille et de la Promotion de la Femme et de l'Enfant a rassuré les donateurs que bon usage sera fait de ce matériel pour le bénéfice des femmes et des filles de ce pays. Le groupe de suivi budgétaire était face à la presse ce matin, une rencontre qui avait pour but de présenter aux hommes de médias le rapport de suivi de la feuille de route du gouvernement de transition de janvier à juin 2013. Moussa Fani. Le groupe de suivi budgétaire évalue le premier semestre d'activité des gouvernements de transition. De l'avis des responsables du groupe de suivi budgétaire, la première mission aura été un succès grâce à l'appui de la communauté internationale. Il s'agit bien de la libération des raisons occupées. Les conférenciers saluent aussi les retours de l'administration dans ces localités. Toutes ces actions sont contenues dans un rapport qui a été présenté aux hommes des médias. Rapport au travail fait, je pense que vous savez déjà qu'il y a 3 axes. L'axe sécuritaire qui est la libération des zones du Nord, l'axe élection et les autres défis. Quand on voit ce qui a été fait, je pense qu'il y a quand même les 50% qui ont été faits, mais quand on rentre dans le détail, c'est là où peut-être il peut y avoir une remise en cause. La publication de ce rapport a été rendue possible grâce à l'appui du gouvernement, un partenariat salué par le président du groupe de suivi budgétaire. Nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous allons veiller à ce qui est programmé puisse être réalisé et donner l'information aux citoyens maliens sur ce qu'ils sont en train de faire. Le groupe de suivi budgétaire souhaite que le gouvernement garde la même dynamique et informe davantage les peuples maliens des actions qu'il mène. À l'occasion de la journée internationale de la jeunesse célébrée aujourd'hui 12 août, le ministre de la Jeunesse et des Sports a adressé un message aux jeunes. Le thème international de cette année est Migration des jeunes, faire avancer le développement. Ici au Mali, le thème retenu est Contribution de la jeunesse à l'effort de réconciliation nationale, de la consolidation de la paix et de la sécurité. Écoutons le ministre de la Jeunesse et des Sports, Hamé Founé Mahalmadan. Il est au micro de Abdul Karim Kaba. La journée internationale de la jeunesse, c'est l'occasion pour les jeunes du Mali, d'Afrique et du monde entier de se faire entendre dans la mise en œuvre des actions les concernant. Elle constitue également pour les décideurs, les partenaires et l'ensemble de la société civile un moment fort de réflexion sur les grandes préoccupations des jeunes et une expression de leur participation effective à la vie publique. En célébrant la journée internationale de la jeunesse dans ce contexte particulier, l'objectif visé par mon département
et les organisations de jeunesse est de favoriser le brassage des jeunes sans distinction d'ethnie ou de religion autour d'activités conçues à cet effet, conférences, reboisement, assainissement. Un autre objectif que nous nous sommes fixés est de promouvoir la culture de la paix et de la sécurité en milieu jeune afin que les événements que nous avons connus en 2012 ne se répètent plus jamais dans notre pays. La célébration de la Journée internationale de la jeunesse coïncide à la tenue du deuxième tour de l'élection présidentielle. À cet effet, le ministère de la Jeunesse et des Sports et ses partenaires ont décidé de reporter les activités commémoratives de la dite journée au 20 août 2013 à Bamako. Donc de nos régions, Africa Rice entend accompagner les artisans de Nioro. En effet, elle vient de présenter une moissonneuse-batteuse à la coopérative des forgerons de l'Office du Niger. L'utilisation de cette machine devra permettre aux producteurs de riz de résoudre les problèmes liés aux opérations de récolte. Compte rendu, Honoré Tchenou. La meilleure valorisation et la compétitivité du riz produit à l'Office du Niger passe forcément par une amélioration des opérations post-récolte du riz. C'est fort de ce constat que Africa Rice, en collaboration avec l'Agence canadienne pour le développement international, ont initié cette rencontre avec les artisans de Nyono sur la micro-combine. Une alternative et une option pour pallier au déficit de main-d'œuvre pour la moisson du riz en adaptant cette moissonneuse-batteuse aux terres aménagées de l'Office du Niger. Il s'agit de construire un équipement pour résoudre les problèmes de récolte et de post-récolte au niveau de la chaîne de valeur du riz. Quand on sait que les pertes occasionnées par les opérations de récolte et de post-récolte peuvent atteindre facilement 20% de la production. Donc on situe bien l'importance de cette activité et aussi le temps et la main-d'œuvre que cela nécessite de plus en plus. L'Agence canadienne de développement international, ACDI, l'inscrit dans sa mission. L'Institut d'économie rurale et Africa Rice sont deux institutions qui travaillent en partenariat avec Socafon. Et Socafon, vous savez que Africa Rice appuie les producteurs, les transformateurs et les équipementiers dans la valorisation du riz. C'est dans ce cadre qu'il y a eu une collaboration étroite entre Socafon et Africa Rice. Cette présentation, suivie de l'apprentissage des techniques de fabrication de cette moissonneuse-batteuse, devrait permettre aux artisans d'en produire suffisamment pour garantir le dispositif servant à fournir du riz de qualité avec une économie de temps et d'énergie. Nous étions donc à Nyono. La réunion du conseil de gestion du district sanitaire de Koutiala vient de se tenir. À l'ordre du jour de cette rencontre, le bilan du système de référence, évacuation 2012-2013 et la validation du plan de développement sanitaire et social 2014-2018, Outanga Dambélé avec la voix de Nouhoum Sissoko. Le district sanitaire de Koutiala est confronté au problème de mobilisation de fonds pour assurer la référence évacuation pour la prise en charge des femmes et des enfants afin de réduire la mortalité maternelle et infantile. Cette rencontre visait à partager avec l'ensemble des acteurs le bilan de la référence évacuation 2012, faire le point de la mise en œuvre des activités du premier semestre 2013. Il s'agissait également de valider le plan de développement sanitaire et social 2014-2018 du district sanitaire du Cercle. Nous sommes dans un nouvel élan aujourd'hui. Nous sommes en train de nous réveiller petit à petit. Que tous les acteurs, je vais dire, les collectivités que nous sommes, les ASACO, que chacun s'acquitte de sa part pour non seulement sauver nos femmes, mais aussi sauver nos enfants. Quant aux représentants des ONG partenaires, il a mis l'accent sur la vision de ces ONG dans le domaine de la santé. Le projet a eu à soutenir la première session à hauteur de 4 500 000. Les recommandations avaient été formulées. C'est à cela que le PARDES peut faire en sorte que les actions soutenues permettent une responsabilisation des acteurs afin que tous s'impliquent en faveur de la santé et cela pour une amélioration de la couverture au niveau du district sanitaire. Le gouvernement du Mali, dans sa politique sanitaire, a mis en place le système de gratuité de la césarienne, mais force est de constater que dans ce programme, le paiement des quotes-parts n'est pas à hauteur du souhait.
Le développement sanitaire et social a été expliqué par le médecin-chef du centre de santé de référence de Koutiala, Dr Mohamedou Magassa. Au sport, les finales de la Coupe du Mali de handball ont été jouées samedi dernier dans la salle du stade du 26 mars. 2 coupes en hommes et en dames remportées par l'USFAS. Isaac Thierno. L'USFAS en dames et messieurs remporte les finales de la Coupe du Mali de handball. Dans l'opposition des dames, l'USFAS est face au centre omnisport de Missabou qui joue sa toute première finale de l'histoire après 5 ans d'existence. Coup d'envoi symbolique et la partie commence. Bonne entrée en matière de l'équipe des militaires qui creuse très tôt l'écart sans une grande résistance. À la mi-temps, le score est de 14-5 pour l'USFAS. Au deuxième acte de jeu, Missabou semble plus décontracté. Les centristes jouent mieux en première période et le spectacle est au rendez-vous. L'USFAS l'emporte finalement 25-13. Dans la finale des hommes, l'USFAS affronte l'AS Commune 2. Il n'y a pas de suspense comme d'habitude entre les militaires et les communards. L'AS Commune 2 ne tient pas la route et est menée 14-6 à la mi-temps. La deuxième mi-temps est à l'image de la première. L'AS Commune 2 est moins à jambes et perd 24-12. Une belle fin de saison pour les militaires. Voilà une fédération pratiquement qui sort le handball de l'anonymat, donc qui parvient à organiser ses compétitions dans l'année et qui, en fin d'année, organise la Coupe du Mali. Donc mes impressions ne peuvent être que bonnes et je profite donc de votre micro pour les féliciter et les encourager dans tout ce qu'ils font pour le sport malien. Le centre de sport de Missabougou, finaliste malheureux, tout comme les hommes de l'AS Commune 2. L'USFAS, dames et messieurs, enlève les trophées et réalise du coup le doublé Coupe championne. Une belle fête. Autre grand titre de ce journal, Focus Santé, nous amène aujourd'hui au centre hospitalier universitaire d'odontostomatologie pour parler de la gingivite. Comme son nom l'indique, la gingivite est l'inflammation de la gencive. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle est due à une mauvaise hygiène bucco-dentaire. La gencive, donc, peut avoir une incidence sur la santé du patient. La gencive, chose à ménager, c'est ce que nous dit Thiessira Emmanuel Dambélé. La gingivite est une inflammation de la gencive. Elle est causée par la plaque dentaire formée par les débris d'aliments et de microbes qui attaquent les dents avec le temps. Mais il y a 4 conditions essentielles pour que la plaque dentaire provoque une gingivite chez une personne. Il faut maintenant qu'il y ait dans cette plaque la présence des bactéries qui sont virulentes. Ensuite, il faut qu'il y ait comme deuxième condition une absence de bactéries protectrices qui protègent l'organisme contre ces agressions. Ensuite, il faut avoir au niveau de la dent un système défavorable au niveau du sillon gingivo-dentaire. Ensuite, comme quatrième condition, il faut avoir maintenant un système immunitaire défaillant qui peut être maintenant une défaillance immunitaire acquise ou innée. Autrement dit, tout ce processus ne se passe pas en quelques jours. Si aucune mesure n'est prise pour enlever la plaque, point de départ de l'attaque microbienne, apparaissent les premiers symptômes de la gingivite. Le patient va avoir au niveau de sa gencive une rougeur, un gonflement, maintenant des œdèmes, des saignements. Mais le saignement peut avoir lieu de façon spontanée, en parlant ou en mangeant. Même au sommeil, le patient peut avoir maintenant dans la salive du sang. Donc, mais le saignement aussi peut être provoqué par le brossage ou même à la mastication. Ensuite, le patient peut avoir maintenant une sensibilité gingivale. Il va penser maintenant qu'il y a des picotements maintenant qui se passent au niveau de la gencive. Et souvent des douleurs dans la phase aiguë. Il y a des douleurs qui amènent les patients en consultation. À tous les âges, on peut avoir une inflammation de la gencive, mais l'inflammation peut être signe d'une autre maladie. Dans notre pays, la prévalence de cette maladie est très élevée. Environ 80% des personnes qui viennent en consultation au centre hospitalier universitaire d'odontostomatologie de Bamako ont une gingivite. La prise en charge de la gingivite passe par une sensibilisation du patient sur sa maladie. Pour éviter les gingivites dues aux plaques dentaires, la prévention, c'est le brossage efficace et un détartrage régulier. La gingivite, la principale cause maintenant, c'est la cause bactérienne. C'est le dépôt de plaques tartes qui est appelé biofilm aujourd'hui. Donc, le conseil qu'on peut donner aux malades, c'est de avoir maintenant une bonne hygiène bucco-dentaire,
Mais n'est pas seulement dire maintenant que je me brosse, mais de savoir se brosser efficacement. Parce que si le brossage n'est pas efficace, donc le patient maintenant aura toujours des lieux où les dépôts vont se déposer, qui vont devenir par la suite maintenant du tartre. Donc maintenant, on les demande maintenant en même temps, en plus du brossage qu'ils font à la maison, chaque 6 mois, de venir voir un dentiste pour que la personne puisse maintenant voir si le contrôle bactérien est bien fait. Si son brossage est efficace, donc il vient voir maintenant son médecin, même s'il n'a pas de douleur, il n'a pas de maladie, il doit venir voir un spécialiste bucco-dentaire chaque 6 mois. Non traité, la gingivite aboutit à ce qu'on appelle la parodontite, c'est-à-dire l'inflammation de tous les tissus qui soutiennent la dent, gencives, ligaments, os et séments. Voilà, c'est sur cet élément que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, 10h-13h, retrouvez Mohamed Touré. Je vous donne rendez-vous pour les éditions du soir. Retrouvez cette édition sur notre site www.ortm.ml. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.